Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un autre amuse-gueule philosophique avec Pierre Le Vigan. Je suis toujours Marianne Corvellec. Je vous rappelle que Pierre Le Vigan est l'auteur de nombreux ouvrages. Aujourd'hui, je vais citer 4 volumes de Avez-vous compris les philosophes, dont le dernier est paru très récemment. Il est édité chez La Barque d'Or et vous pouvez vous le procurer via la plateforme Bookelis. Aujourd'hui, Pierre Le Vigan va nous proposer une mise au point sur Nietzsche et l'Europe. Donc Nietzsche, je vous rappelle, a pensé et écrit dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et lançons-nous tout de suite. Je vais vous demander, Pierre Le Vigan, quelles sont les menaces qui pèsent sur l'Europe d'après Nietzsche? Bonjour Marianne. Alors, Nietzsche voit comme menace sur l'Europe des choses de nature différente. Alors, la première menace, la plus large en quelque sorte, c'est une menace qu'on pourrait appeler civilisationnelle ou culturelle. Alors, au sens allemand, où la culture est finalement la forme première de la mise en commun des rites humains, et la civilisation étant une forme en quelque sorte décadente. Alors donc la première menace pour Nietzsche, c'est tout simplement la modernité. En ce sens, ce que Nietzsche reproche aux Européens de son époque, c'est tout simplement d'être moderne. Alors il explique que cette menace va prendre une forme, c'est une certaine unification de l'Europe, dont Nietzsche voit beaucoup d'inconvénients parce qu'en fait, elle va se faire, selon lui, sous la forme de la démocratie de masse, c'est-à-dire de l'égalitarisme, c'est-à-dire du triomphe des valeurs basses, qui ne sont donc pas les valeurs de l'honneur, qui ne sont pas les valeurs aristocratiques, qui sont plutôt des valeurs de l'envie, des valeurs du ressentiment. Donc, cette unification sur la base d'un dénominateur, du plus petit dénominateur commun, mais qui est en fait, selon Nietzsche, un dénominateur médiocre, la démocratie de masse, est une grave menace qui pèse sur l'Europe. Alors, sur un plan plus, pourrait-on dire, géopolitique, Nietzsche voit une autre menace sur l'Europe, c'est le nationalisme allemand, contre lequel il s'élève fortement. Cela joue d'ailleurs un rôle dans sa critique de Wagner, puisqu'il, après avoir été ami de Wagner, comme on le sait, il s'oppose ensuite au nationalisme allemand de Wagner. En tout cas, Nietzsche considère que Wagner dérive vers, en tout cas, une forme de nationalisme allemand. Par la même occasion, Wagner dériverait aussi vers un désagréable antisémitisme, puisque Nietzsche déteste l'antisémitisme, et un romantisme au mauvais sens du terme, une sorte de dévergondage esthétique. Donc ça fait beaucoup de menaces. Et alors, Nietzsche a aussi quelques critiques du nationalisme français dans sa version en quelque sorte cartésienne, et dans sa version un petit peu pauvre, tel qu'il est né en réaction à la défaite française, justement, face à l'Allemagne en 1870-71, mais sa critique du nationalisme français a beaucoup moins d'importance dans ses propos que sa critique du nationalisme allemand. Et il y a aussi, c'est vrai chez Nietzsche, une remarque sur le fait que le seul avantage qu'il voit à une irrésistible, selon lui, unification de l'Europe, alors sachant qu'il écrit quand même avant la guerre de 14, avant la guerre de 39-45, qui n'ont quand même pas été des époques d'unification de l'Europe, mais plutôt des époques de guerre intra-européenne. Mais bon, le seul avantage qu'il voit à ce mouvement d'unification de l'Europe, qui pour lui est essentiellement un appauvrissement, l'avantage annexe, il dit quand même, ça va diminuer les risques de nationalisme, de névrose nationale, pour reprendre ces termes, qu'il reproche surtout aux Allemands d'ailleurs, à ce qui était à l'époque le Deuxième Reich de Guillaume Ier, ensuite un empereur intermédiaire qui reste très peu de temps,
Frédéric III, si je ne me trompe pas, et ensuite, surtout, Guillaume II, empereur les 12 dernières années de la vie de Nietzsche. Et donc, il dit évidemment, le seul petit avantage de cette épouvantable unification sur la base d'une démocratie de masse, c'est que peut-être au moins, il y aura moins de guerre entre les nations européennes. En quoi il s'était plutôt trompé, puisque 14 ans après la mort de Nietzsche, nous avons la grande conflagration de 1914. Mais dans l'ensemble, donc, Nietzsche n'est pas favorable à l'unité de l'Europe. Non, alors il est un petit peu contradictoire comme toujours. Alors il a des propos disant que avec cette unification, chaque nation va devenir une sorte de canton, donc quelque chose d'un peu méprisable, un petit peu à la Suisse que Nietzsche a bien connu puisqu'il a été professeur à Bâle, et quelque chose d'un peu minable. D'un autre côté, il a parfois d'autres propos assez surprenants, notamment dans à un moment donné, il écrit « Je souhaite une telle aggravation du danger russe », une sorte d'antirussisme de Nietzsche qui d'ailleurs, que l'on retrouve aussi chez Marx à certaines époques des écrits de Marx. Alors, je souhaite une telle aggravation du danger russe que l'Europe doive se résoudre à devenir menaçante et, alors je résume, et à se forger une volonté unique, terrible et durable. Ainsi, l'Europe mettrait-elle un terme à la comédie de sa division en petits États. Alors voilà à un moment donné ce qu'écrit Nietzsche. Et alors là, du coup, il semble trouver que cette unification qui réduirait les nations en cantons, donc c'est un propos plutôt méprisant par rapport à cette unification, finalement, ça ne serait pas si mal, etc. Alors ça, c'est vraiment typique de Nietzsche, de ses contradictions, c'est-à-dire que par moment, il a un appel à la force. Qui dit force dit unification et même homogénéisation et finalement abolition des différences. Et à d'autres, alors ça c'est son côté, on pourrait dire c'est le Nietzsche homme du Nord. Et par moments intervient le Nietzsche homme du Sud, qui revient vers la douceur méditerranéenne, vers le goût méditerranéen de la pluralité des choses et donc de la pluralité des nations. Et c'est vrai que Nietzsche n'est pas toujours cohérent face à lui-même, puisqu'il oscille entre le rêve d'une Europe qui serait une sorte de bête fauve, se jetant d'ailleurs sur la Russie, dont il ne voit pas visiblement à quel point elle est complémentaire de l'Europe, mais en qui il a tendance, en tout cas à certaines époques de ses écrits, à voir un ennemi. Chose en quoi, thème sur lequel on peut, enfin pour ma part, ne pas du tout suivre Nietzsche. Et à d'autres moments, effectivement, et c'est le côté Nietzsche du Sud, le Nietzsche méditerranéen, qui au fond considère que la pluralité de l'Europe est une richesse. Donc le Nietzsche méditerranéen serait plutôt du côté d'Apollon, le Nietzsche nordique et agressif serait plutôt du côté de Dionysos, du déchaînement des forces obscures. D'accord. Donc vous avez dit que selon lui, selon Nietzsche, l'unification de l'Europe serait quand même irrésistible. Et pouvez-vous préciser selon quelle voie serait empruntée vers cette unification, même s'il s'est trompé visiblement? Alors oui, il voit visiblement cette unification comme irrésistible pour des raisons qui l'inquiètent. C'est la morale du troupeau. La morale du troupeau. La morale du troupeau devient la morale de l'Europe, dit-il dans Parle de la bien et mal. Il s'en inquiète. Il trouve que l'Europe effectivement va devenir de plus en plus composée d'États qui se ressemblent. Et du coup, ça permet d'ailleurs de comprendre comment se résolvent en un sens les contradictions de Nietzsche. C'est-à-dire que finalement, Nietzsche s'est trompé en pensant que l'unification de l'Europe empêcherait des guerres. Alors pour le coup, de 14 à 45, ça n'a pas été le cas. Depuis 45, ça n'a pas non plus été totalement le cas, puisqu'il y a quand même eu des guerres en Serbie, au Kosovo, c'est-à-dire entre la Serbie et l'Albanie, etc. Mais pour le coup, Nietzsche a bien vu, effectivement, un processus d'homogénéisation culturelle de l'Europe. C'est-à-dire que jusque dans les années 30,
vous alliez en Croatie, ça ne ressemblait pas du tout à l'Auvergne. Et au fond, maintenant, eh bien, il y a une certaine homogénéisation, c'est-à-dire que les hôtels sont un peu tous les mêmes, ça sera les mêmes chaînes internationales, les aéroports se ressemblent tous, et en ce sens, Nietzsche a bien vu que la morale du troupeau aboutirait à ce que les différents États européens perdent de leur identité les uns par rapport aux autres. Donc ça, effectivement, là-dessus, Nietzsche a bien vu les choses. Alors, il pense que cette morale du troupeau est irrésistible. Il lui voit quand même un certain avantage, c'est l'apparition de tyrans. Alors, le terme peut paraître avoir une connotation entièrement négative. Hein. Bon, en histoire, on sait que c'est un peu plus subtil. Les 30 tyrans à Athènes, c'est une histoire un peu complexe, hein, qui s'est terminée plutôt par un échec, mais enfin qui n'est pas entièrement négative. En l'occurrence, dans ces tyrans, Nietzsche voit des gens qui dominent la société, qui sont des maîtres, qui sont les forts, mais Nietzsche précise aussi que ces tyrans seront aussi des tyrans au sens intellectuel du terme. Ce seront aussi des maîtres intellectuellement, ce seront aussi des géants de la pensée, des Stendhal, des Heine, et quand ils feront de la politique, ce sera peut-être des Napoléons, qui est à la fois un intellectuel et un acteur politique, un grand transformateur politique des choses. Donc, il se dit, on n'échappera pas à ce règne du troupeau, mais plus il y aura du troupeau, plus il y aura des hommes exceptionnels, y compris des tyrans, et parmi ces tyrans, des géants de la pensée. Donc, Nietzsche se résigne en quelque sorte à cette morale du troupeau en sachant qu'elle n'aura pas que des effets négatifs, enfin, même si pour l'immense majorité des gens seront du côté du troupeau. Mais Nietzsche n'est pas un homme de la promotion de tous. C'est un homme avant tout de la sélection des meilleurs au sein de la masse. Justement, qu'est-ce que la grande politique selon Nietzsche, vu que vous avez évoqué les tyrans, Napoléon, etc. Oui, alors la grande politique selon Nietzsche, c'est en fait l'unité de la vie et l'unité du style. C'est la capacité d'anéantir pour mieux créer. C'est ça la grande politique. Alors, c'est vrai qu'en histoire, par exemple, quand il explique que face à la menace russe, ce qu'il appelle la menace russe, l'Europe pourrait et devrait devenir agressive, c'est selon lui une forme de grande politique. Pour le coup, sur laquelle on peut, un aspect qui peut laisser dubitatif, mais c'est vrai que ça fait partie des tentations de Nietzsche. À un moment donné, la grande politique, c'est créer un grand empire. Nietzsche admirait beaucoup l'empire de Napoléon et ne voyait pas, il faut bien le dire, contrairement par exemple alors on va citer des Allemands, hein, à Émile Ludwig ou à Friedrich Sieburg, ne voyait pas que au fond, ce nationalisme, enfin, l'empire de Napoléon, quelle que soit l'intelligence historique de Napoléon, sa perspicacité, sa subtilité humaine, le fait que le personnage est effectivement extrêmement intéressant intellectuellement et humainement, Nietzsche ne voyait pas que c'était tout de même un nationalisme pas forcément si différent de celui qu'il reprochait à Guillaume II. Et là, il y a vraiment un impensé de Nietzsche. Hein. Il est fasciné par l'intelligence incontestable de Napoléon, mais une partie de la politique napoléonienne, l'annexion de Brême, Hambourg, Lübeck à l'Empire français en 1811, c'est tout de même du nationalisme avec tous ses excès, avec tout son côté, avec toute son hubris,
avec tout son irréalisme, ce n'est franchement pas défendable. Et Nietzsche là-dessus, Nietzsche est tellement pro-français qu'il est toujours modéré, y compris dans ses critiques du nationalisme français. On sait par ailleurs... Nietzsche n'était pas vu comme un Allemand. Pardon, je voulais, Marianne, dire que beaucoup d'Allemands de l'époque de Nietzsche ne le voyaient pas comme un Allemand, mais comme un Slave ou comme un Polonais, ce qui était dans la bouche des Allemands de 1880, c'est pas franchement un compliment. D'accord. Oui, nous savons que d'après Nietzsche, le christianisme a des conséquences très négatives sur l'Europe et les Européens. Pouvez-vous nous dire quelles sont ces conséquences selon Nietzsche? Oui, alors Nietzsche reproche au christianisme de poursuivre en quelque sorte le dualisme de Platon, c'est-à-dire le dualisme entre la vie et des idées qui seraient en quelque sorte hors sol, des idées qui seraient dans un monde éloigné, au-delà de la Lune, au-delà du monde des hommes, au-delà de ce que voient les hommes. Et donc, l'idée que l'invisible est plus important que le visible, c'est une idée chrétienne, paraît désastreuse à Nietzsche. Nietzsche ne croit que dans le visible et il ne croit que dans le vécu. Il ne croit que dans ce qui est expérimentable. Or, évidemment, toute une série d'idées chrétiennes comme le paradis ou la résurrection ne sont guère expérimentables. Et donc, effectivement, Nietzsche est très anti-chrétien et à l'inverse, il est pro-judaïque. Et la principale chose, si ce n'est la seule chose qu'il reproche au judaïsme, c'est d'avoir en quelque sorte muté en christianisme, d'avoir en quelque sorte inventé le christianisme, qui certes est une dissidence du judaïsme, ou une réinvention, ou en tout cas une dérivation, mais qui vient malgré tout du judaïsme. Et donc, effectivement, l'invention de la figure chrétienne du Christ lui paraît un désastre, et donc l'égalitarisme de saint Paul lui paraît aussi désastreux. Et là, c'est peut-être une fois de plus le Nietzsche qui refuse l'homogénéité, qui est ce Nietzsche antichrétien, alors qu'au fond, ce qui l'intéresse, ce qu'il trouve sympathique dans le judaïsme, quelque part, c'est le goût et le fait de cultiver une particularité. Donc, de ce point de vue, tout ce qui est une façon particulière de cultiver sa particularité, ce qui est évidemment le cas de la religion juive du point de vue des Juifs, lui paraît positif. Et l'universalisme chrétien lui paraît très négatif, et il s'attache à le critiquer parce qu'évidemment, à l'époque, l'Europe est essentiellement chrétienne et l'islam, par exemple, n'est pas une préoccupation centrale chez Nietzsche parce que ça ne concerne pas la terre qui est la sienne, les terres d'Europe dans lesquelles il voyage, qui sont l'Allemagne, qui sont la Suisse, qui sont un petit peu la France du côté de Nice, qui sont aussi l'Italie, toutes terres qui sont chrétiennes, pas toutes catholiques pour ce qui est de l'Allemagne, mais en tout cas chrétiennes. Donc il met en grande partie la décadence de l'Europe sur le compte du christianisme, en tout cas de ses origines chrétiennes. Et alors, selon lui, quelles seraient les sources auxquelles l'Europe devrait s'abreuver pour contrer cette décadence? Oui, alors c'est effectivement très clair chez Nietzsche. Il y a deux sources. La première, c'est la source grecque. Et quand Nietzsche parle de la source grecque, c'est plutôt les antésocratiques. Donc c'est plutôt avant Platon, c'est-à-dire avant le dualisme, qui inquiète Nietzsche et à laquelle il a tendance à réduire Platon, en
caricaturant un petit peu Platon, il faut bien le dire. Donc c'est plutôt la philosophie grecque avant Platon et avant Socrate qui intéresse Nietzsche, avec Héraclite, avec Empédocle, avec les dualités amour-haine, avec tout le côté dialectique, toute l'opposition des forces primordiales en quelque sorte. Voilà. Donc ça, c'est la source principale, et aussi la source judaïque, qu'il appelle une pierre de touche, l'Ancien Testament, donc, qui lui paraît une source absolument nécessaire de l'Europe, si elle veut donner naissance à de bons Européens, c'est-à-dire justement à des Européens qui se ressourcent à partir de ses origines et refusent la modernité, c'est-à-dire la morale du troupeau, la morale de l'égalitarisme, la descente, ce que Nietzsche appelle une descente en quelque sorte vers l'égalitarisme et vers le socialisme, une descente vers l'homogénéité, une descente vers l'équivalence de tout avec tout. Donc effectivement, pour Nietzsche, il faut remonter à ses sources grecques, mais aussi judaïques, l'Ancien Testament. Donc c'est quelque chose sur lequel Nietzsche revient à plusieurs reprises, et d'ailleurs il insiste sur le rôle des Juifs dans la défense de la raison, enfin ce que Nietzsche appelle la défense de la raison, au temps obscur où on a oublié de la mettre en œuvre en Europe, et Nietzsche vise le Moyen-Âge, hein, d'une manière, là aussi, à mon avis, bien contestable, hein, bien réductrice, mais toujours est-il que Nietzsche considère qu'en quelque sorte, l'esprit des Lumières a été porté en partie par les Juifs, et Nietzsche aime l'esprit des Lumières. Il dédie un de ses livres à Voltaire, par exemple. Hein. Et dans les Lumières, ce que Nietzsche aime, ce n'est pas Rousseau. Hein. C'est plutôt Voltaire, peut-être d'Holbach, bien qu'on ne sache pas jusqu'à quel point il l'ait connu, la Métrie. Je ne sais pas si Nietzsche a lu la Métrie, il faudrait faire toute une enquête là-dessus. Mais enfin, en tout cas, les matérialistes des Lumières, plutôt Voltaire et Diderot que Rousseau, hein, très très clairement. Très clairement. Vous avez déjà répondu, mais pour terminer, je voulais vous demander, selon Nietzsche, que veut dire être un bon Européen? Alors, être un bon Européen, c'est être un Européen qui sache rompre avec les valeurs modernes d'égalité, d'excès de compassion, de complaisance envers soi. Ce que Nietzsche explique, c'est que quand nous avons cessé de croire en Dieu, ce qui en soi, selon Nietzsche, est plutôt une bonne chose, malheureusement, nous avons cessé de vouloir être dignes de Dieu. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a une translation qui ne s'est pas faite. C'est-à-dire que nous avions, avec Dieu qui n'existe pas, nous avions néanmoins une échelle de valeurs. Il ne fallait pas être indigne face à Dieu, fût-il imaginaire. Nous avons remplacé le culte de Dieu par ce qui pourrait être le culte de nous-mêmes. Mais nous avons vite été complaisants envers nous-mêmes, et finalement nous nous contentons de regarder une médiocre image de nous-mêmes sans avoir honte de ce que nous sommes devenus. Et ça, c'est ça, pour Nietzsche, le drame terrible, c'est que il ne suffit pas de ne plus croire en Dieu, ce qui est une bonne chose, nous dit-il, mais il faut ensuite croire à quelque chose de haut, quelque chose de noble, quelque chose d'aristocratique qui ne soit pas Dieu. Or, nous nous sommes contentés de croire en des valeurs basses, héritées, nous explique-t-il justement, de ce christianisme qu'il a en horreur. Et donc, il nous faut remplacer la croyance en Dieu, si je puis dire, en la fidélité,
en des valeurs aristocratiques. Voilà ce que nous dit Nietzsche. Oui, parce que selon lui, à la limite, l'illusion de Dieu et de l'exigence qui venait avec était quand même préférable au nihilisme, en fait, au néant. Exactement, exactement. Surtout dans la mesure où Nietzsche ne croit pas en la vérité. Donc, il nous explique que Dieu n'est pas la vérité, mais il nous fait comprendre que mieux vaut croire en une non-vérité qui nous hisse vers le haut que être dans le nihilisme, c'est-à-dire ne croire en aucune vérité, fût-elle une illusion, mais qui aurait le mérite d'être une illusion, nous hissant vers le haut. Donc, pour Nietzsche, la question de la vérité n'est pas importante. La question du dévoilement de la vérité, dont parlera Heidegger, est un non-problème. La question de la vérité de l'être n'a absolument aucun sens, puisque la notion d'être n'a aucun sens pour Nietzsche. En fait, ce qui est important, c'est quelle image de nous construisons-nous, quelle sculpture de nous, pour reprendre un terme de Plotin, quelle sculpture de nous, quelle sculpture digne et noble et belle, sommes-nous prêts à édifier. Donc, la vérité n'est pas un problème, mais la beauté est un problème. Et c'est notre problème. D'accord, Pierre Le Vigan. Merci beaucoup pour cette mise au point sur Nietzsche et l'Europe. J'espère que tous les auditeurs ont profité de vos connaissances. Et sur ce, je vous salue. Et nous nous retrouverons bientôt pour un autre épisode de ces amuse-gueules philosophiques. Merci à tous. Merci, Marianne. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.